Quand vous faites une photo ou une vidéo pour Instagram, TikTok, peut-être Facebook, et que vous voyez un pylône au milieu d'un paysage, vous allez discrètement tourner un tout petit peu votre appareil pour le faire disparaître. Finalement, quand on pense la nature, que ce soit la forêt, les déserts, un paysage, quel qu'il soit, en réalité, on le fantasme. On le fantasme comme un lieu intact, un lieu pur, alors qu'il n'y a plus sur la planète de lieu pur. C'est tout simplement lié, entre autres, à la culture, donc le fait qu'on ait créé des chemins un peu partout, par exemple, mais aussi à toutes les constructions humaines, mais aussi tout simplement lié à la pollution, qui ont des impacts même là où on ne va pas physiquement. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Alexandre Lacroix. Alexandre, je l'ai déjà reçu sur Vlan, c'est le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et il sort un ouvrage qui s'appelle « Au cœur de la nature blessée ». Et avec Alexandre, on va parler de ce que c'est que la nature, on va parler de l'esthétique des lieux, on va parler des couchers de soleil, on va parler de beaucoup de choses que vous vivez au quotidien. Vous verrez, ça peut sembler un petit peu dystopique, cette discussion, évidemment, parce que la réalité de notre action humaine fait qu'on abîme beaucoup la nature. Et en même temps, il propose une voie de sortie autour de l'esthétisme qui est extrêmement belle et extrêmement vigorante, je trouve. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien ? Ça va bien. J'ai une question pour vous, la première en tout cas, et qui est une question qui peut sembler un peu générale, mais je pense que ça va mener tout notre entretien. C'est quoi la nature pour vous ? Ça peut sembler un peu étrange de poser cette question et en même temps, je pense que c'est important de la redéfinir. La nature, c'est un terme qui fait débat dans le monde de la pensée écologique et le monde de l'écologie plus généralement. C'est contre-intuitif. On a l'impression comme ça, si on s'intéresse pas à ce microcosme, que les verts ou les écolos aiment la nature. En fait, pas du tout. Il y a depuis l'apparition du livre Par-delà nature et culture de 2005, une tendance à éviter l'emploi du terme nature. Donc, Par-delà nature et culture, c'était un livre de Philippe Descola. Et l'emploi de ce mot est évité parce que la nature ou le concept de nature aurait été construit entièrement en opposition avec celui de culture. Donc au début de la modernité, on parle du XVIIe siècle et plus encore du XVIIIe siècle, et aurait été pris dans cette opposition comme étant le substrat ou la chose qu'il fallait exploiter, maîtriser, dominer, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est une phrase qu'on trouve dans le discours de la méthode de René Descartes, donc 1637. Et on voit bien que ce projet de la modernité, eh bien, il a été mené à bien. Que la grande période extractiviste ou la grande période industrielle a systématiquement visé à cette exploitation de la nature, et que le programme de Descartes a été aussi rempli à la lettre, puisque Descartes pensait, à travers l'idée de constituer une philosophie pratique, nous on aurait dit des sciences et des techniques, Descartes pensait que le but premier devrait être d'améliorer, d'allonger l'espérance de vie, en fait, de maîtriser davantage la santé humaine. Et ce programme a été réalisé au XXe siècle, puisqu'au XXe siècle, l'humanité occidentale a gagné 40% d'espérance de vie grâce à l'hygiène et à la médecine. Donc, le terme de nature aurait été pris, si vous voulez, dans un projet de la modernité, et il serait à rejeter aujourd'hui au motif que nous devons sortir de ce schéma d'exploitation et de domination, de cette représentation mentale. C'est ce qui fait que les écologistes ou ceux qui adorent le vivant vont parler de biosphère, ils vont parler de land ethics, c'est-à-dire ils vont employer le terme de land qu'on peut traduire par terre, il n'est pas facile à traduire. Ils vont parler d'écosystème et ils vont éviter le mot de nature. Ils vont parler parfois de communauté biotique ou de trame du vivant. Ce serait le mot qu'emploierait Baptiste Morisot. Et le mot de la nature reste sur le côté. Moi, je fais partie de ceux, un peu pas les irréductibles gaulois, mais de ceux qui pensent qu'on peut maintenir l'usage du mot de nature à condition de prendre quelques précautions conceptuelles ou précautions de définition pour ne pas retomber dans certains errements ou certains travers de cette modernité que j'ai rapidement définie. D'abord, le terme de nature, il est intéressant parce qu'il vient d'une racine latine, nascor, qui veut dire naître, et il renvoie par là, non pas seulement à la natalité,
mais à ce qui surgit au-devant de nous. On peut dire que le propre des entités naturelles, qui ne sont pas artificielles, qui ne sont pas voulues ni créées par l'homme, qui ne sont pas planifiées, c'est qu'elles se présentent à nous comme un surgissement de formes extrêmement diversifiées. Il suffit de se promener en forêt pour en faire l'expérience. La forêt, contrairement à la ville ou au parking ou au supermarché, nous fait l'effet d'une sorte de profusion, de prolifération de feuilles, d'arbres, d'espèces, d'insectes. Tout cela est entremêlé et entrelacé de manière très complexe. Et Nascor nous raconte quelque chose de ce dynamisme. Et par ailleurs, moi, je m'intéresse à une dimension qui me semble importante dans l'expérience quotidienne qu'on peut avoir. Moi, je m'intéresse à l'esthétique, à la relation esthétique qu'on peut avoir avec les entités naturelles, à la manière dont on se place en face d'un animal, d'un arbre, d'un paysage, et à la manière dont l'humain se met à avoir des émotions esthétiques devant le non-humain. Donc, esthétique, le mot est construit sur sensation. Par esthétique, j'entends en fait tout le rapport sensible et émotionnel que nous pouvons construire avec les entités naturelles non humaines. Et de ce point de vue-là, le mot de nature en esthétique, on en a besoin, même si il a un peu d'imprécision. De même qu'en esthétique, on va parler de paysage, ce qui, du point de vue de la géographie, n'est pas un terme très précis, le mot de paysage. On va avoir tendance à parler de nature parce que si vous dites que Monet a peint avec sa mare un écosystème, c'est moins poétique. Comment ? C'est moins poétique. Et surtout, ça n'est pas vrai si vous dites que Turner peint des biosphères ou des phénomènes météorologiques. Ça n'est pas tout à fait vrai. Le problème, en fait, de l'écologie quand elle rejette le mot de nature, c'est qu'elle se retrouve avec le vocabulaire de la biologie et des sciences naturelles, biosphère par exemple, et ce vocabulaire n'est pas tout à fait adéquat quand on veut parler de la relation esthétique aux entités naturelles. Moi, j'ai l'impression, ce que j'entends surtout, enfin, l'un des débats que j'entends beaucoup dans le débat écologique, c'est de se dire la nature, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous, c'est qu'on en fait partie, en fait. Et je pense qu'il y a cette première étape de comprendre. Enfin, j'ai l'impression que il y a parce qu'en fait, le vocabulaire qu'on possède, la langue, donc on s'exprime avec des idées qui sont liées à la langue qu'on possède, évidemment. Donc, on parle de nature, on parle d'environnement, qui sont des éléments qui, par définition, entre guillemets, sont à l'extérieur de nous. Et je crois que l'un des grands débats, c'est aussi de se dire, en fait, nous sommes partis de cette nature, ou nous sommes partis de cet environnement. C'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de nous. Je me trompe ou... C'est-à-dire que tout dépend de la manière dont vous appréhendez la relation entre nature et culture. C'est vrai qu'il peut y avoir une tendance à les voir comme en relation d'opposition et donc d'exclusion mutuelle. Là, il y aurait la culture, il n'y aurait pas la nature, et inversement. Cette vision, nous savons qu'elle est fausse. Et quand je dis qu'il faut revoir notre conception de la nature, il s'agit aussi de prendre conscience d'une intrication, d'un entremêlement du naturel et du culturel. Cet entremêlement est absolument partout. Nous sommes des êtres de culture et de nature. Mettez-vous tout nu. Vous êtes un être de culture. Vous aurez sur votre corps des cicatrices, des tatouages, des marques de vaccins, peut-être des traces d'épilation, des traces de bronzage. Votre corps va raconter plein de choses de ce que vous êtes culturellement. Bien sûr, une fois que vous êtes nu, on voit aussi votre organisme. Mais donc, nous sommes des êtres de nature et de culture. On ne peut pas faire passer la ligne de manière simple au milieu de nous-mêmes. On ne peut pas non plus la faire passer en milieu urbain, parce que même si vous allez dans un métro, par exemple, eh bien, il y a encore une lecture possible en termes d'écosystème. Dans le métro, il y a plein de microbes, il y a plein de bactéries, il y a des humains, il y a des insectes, il y a évidemment des gaz, certains gaz d'origine organique, de l'oxygène. Donc, si vous voulez, on peut faire une description biologique de ce qui se passe dans le métro. Et puis, dans les paysages, en fait, quand on prétend qu'on va dans la nature, on a encore affaire à de la culture un peu partout autour de nous. D'ailleurs, en France, je veux dire, les chemins ont été tracés même dans les montagnes les plus escarpées. Ils ont été tracés parfois pendant des siècles ou des millénaires. Il n'est pas rare de croiser d'anciennes voies romaines. J'étais en Bourgogne la semaine dernière et dans les forêts de Douglas,
Douglas, arbre d'importation nord-américain, planté en vue d'une exploitation industrielle. On trouve des traces de voies romaines. Donc ça veut dire que ce que nous appréhendons comme étant la nature, oui, ça a l'air d'être naturel, la Bourgogne, est aussi pétrie de culture. Donc nous devons, me semble-t-il, avoir soin de considérer que nature et culture sont des pôles de l'expérience et qu'on n'est jamais complètement dans l'un ni dans l'autre. On est toujours quelque part en 60% de nature, 40% de culture, ou inversement, on est quelque part entre les deux. Et d'ailleurs, dans mon essai, je me suis amusé à citer un calcul qui a été fait il y a 2 ans par des chercheurs de l'Institut Weizmann des sciences à Jérusalem, qui est un calcul qui a été publié dans Nature, qui est assez saisissant. Les auteurs montrent que la masse de tous les artefacts, de tout ce qui a été construit par l'homme, entendre plastique, bâtiments, etc., est désormais égale à la masse du vivant sur Terre. Entendre, arbres, animaux, terrestres et marins. Et donc, il y a autant de matière manufacturée que de matière vivante sur Terre. Ça corrobore un peu ce que je vous dis comme ça au doigt mouillé sur le 50-50. Donc, il s'agit désormais de penser l'interpénétration ou l'hybridation du naturel et du culturel. Ce qui est d'ailleurs plus intéressant que de penser leur exclusion mutuelle. D'ailleurs, c'est intéressant, au début de l'ouvrage, vous parlez d'une photo qu'on mettrait sur Instagram, ou d'une photo de manière générale, où il y a un pylône électrique, et en fait, on prend bien soin de l'enlever de la photo, et vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si on le laissait dans la photo. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à, quand on veut un paysage, on n'a pas envie d'avoir un objet manufacturé à l'intérieur du paysage, à moins de vouloir faire des photos de la ville, ce qui est une différence, évidemment. Mais quand on essaie de prendre un paysage naturel, on va dire, nécessairement, on veut pas de pylône, on veut pas de fil électrique, etc., etc. On veut une sorte de photo vierge, si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si on laissait le poteau électrique à l'intérieur? Ça, c'est tout c'est effectivement, c'est le prologue de mon livre, et c'est toute l'ambition du livre que d'essayer de répondre à cette question, mais cernons bien la question posée. Parce que la question, elle est à la fois banale en tant qu'elle se réfère à une expérience quotidienne, mais elle mérite d'être formulée de manière un peu précise. C'est vrai que vous avez forcément fait un jour cette expérience de vous retrouver dans un lieu qui vous semblait beau, un paysage naturel, une forêt, puis il y avait une résidence années 70, une autoroute, un silo, une grue, une cheminée d'usine, un pylône, quelque chose que vous ne vouliez pas voir, et vous avez recadré. C'est-à-dire, vous avez voulu faire une photo et vous avez cadré de telle manière que vous laissez dehors, hors cadre, les atteintes de la civilisation humaine et de l'activité humaine. En tout cas, les atteintes les plus évidentes. Alors, quand on fait ça, on participe de l'élaboration d'un mythe de la nature vierge ou de la nature intacte. C'est-à-dire que ça a l'air d'être un acte complètement anodin. On va partager sur Instagram cette photo, sur Facebook, ou l'envoyer à des amis. Mais en fait, c'est presque de la propagande, ou c'est presque du caviardage, comme on le faisait en Union soviétique, quand on découpait les photos avec les dirigeants du régime qui avaient été purgés. Parce que les représentations de la nature que nous mettons en circulation ont été au préalable expurgées de leurs éléments artificiels. Regardez les fonds d'écran des ordinateurs, regardez les cartes postales, regardez toute l'imagerie incroyable de la nature. Et ça vaut pour les images, mais ça vaut aussi pour les récits. Nous avons un grand plaisir, et moi le premier d'ailleurs, à lire Sylvain Tesson quand il va sur les traces de la Panthère des Neiges, à lire Sylvain Tesson quand il va faire du ski dans les vallées les plus isolées des Alpes, dans son dernier livre blanc, à lire Baptiste Morisot quand il va sur la piste du Loup. Et nous avons une forme de jouissance à lire ces textes, mais malheureusement, je dirais que cette littérature naturaliste ne fait qu'entretenir la vision complètement mythique d'une nature vierge et intacte. Et tant que nous vivons dans cette illusion qu'elle existe, alors en gros, l'attitude paresseuse consiste à se dire, bon, il y a des réserves immenses de nature, il y a des forêts vierges, il y a des forêts primaires, il y a des grands espaces, il y a des steppes, il y a des toundras en Sibérie, quelque part, il y a des lacs intacts et purs.
Bon, il se trouve que moi, là où je vis, c'est pas tout à fait comme ça. Il se trouve qu'il y a un champ de blé, que c'est industriel, qu'il y a des moissonneuses-batteuses ou qu'il y a une autoroute qui passe au milieu d'un bois. Bon, mais quelque part, cette nature existe. Bah, tant qu'on entretient, si vous voulez, ce mythe ou ce décalage, d'abord, on n'habite pas son siècle, on n'habite pas le 21e siècle, et aussi, ça entretient une forme d'inertie. C'est-à-dire que, au fond, on se dit, bon, là où je suis, c'est un peu abîmé, c'est peut-être un peu moche même, mais c'est pas grave. Parce que il y a des écrivains, il y a des photographes qui reviennent avec des récits, des images qui me prouvent que quelque chose d'autre existe. Ben, j'ai envie de dire la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'existe plus. C'est-à-dire que quand vous voyagez et que vous allez dans ces lieux un peu reculés, vous allez retrouver le pylône électrique, la voiture rouillée, le bidon d'essence abandonné. Vous allez retrouver des atteintes en fait de la civilisation, et même s'il n'y a pas d'atteinte visible, évidente, le kérosène que les avions déposent dans le ciel laisse son imprégnation sur les sols. Les essais nucléaires que les Russes et les Américains ont fait en haute atmosphère ont déposé des particules radioactives partout. Donc, nous devons prendre acte du fait que la nature vierge ou intacte n'existe pas, et nous devons revoir complètement nos catégories sensibles, notre manière de voir. Justement, il faut se débarrasser de cette idée, tiens, si je suis dans la nature, c'est que je suis dans la pure nature, loin de la civilisation. Il faut revoir ça. Il faut se dire, tiens, je vais maintenant m'installer dans une zone intermédiaire, j'habite quelque part entre nature et culture, et je dois me débrouiller avec ça. Est-ce qu'il existe encore des forêts vierges? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir ce fantasme de la forêt vierge, du désert vierge. On le voit comme des lieux intacts, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous prenez dans l'ouvrage l'exemple de l'Italie. Est-ce que ça existe encore des endroits qui sont vierges, où il n'y a pas de culture, justement? Alors, où il n'y a pas d'agriculture. Il n'y a pas de culture. Non, pas de culture, pas vraiment, où l'humain n'a pas été transformé d'une manière ou d'une autre, en fait, le lieu. Alors, cette question, elle renvoie au débat sur l'Anthropocène. Qu'est-ce que c'est que l'Anthropocène? L'Anthropocène, c'est un concept qui a été proposé par un chercheur qui s'appelle Paul Crutzen. Enfin, proposé. Il l'a pas inventé, mais il l'a beaucoup popularisé dans les années 90, en disant qu'on était sorti de l'Holocène et que on était rentré dans une nouvelle une nouvelle ère géologique dans laquelle l'humanité est devenue une force agissante sur les sols. Parler de l'Anthropocène, c'est dire que l'humanité, par son action, modifie la composition des sols. C'est aussi parler du fait qu'elle modifie la composition des océans et qu'elle modifie la composition de l'atmosphère et le climat. Autrement dit, l'humanité est arrivée à un point de son activité. Nous sommes désormais 8 milliards sur Terre. C'est en novembre 2022 que nous passons les 8 milliards d'après les démographes. Nous sommes 8 milliards sur Terre et nous avons une influence sur ce qu'on croyait être totalement en dehors de notre portée. Alors, toute la question est de savoir quand commence l'Anthropocène. Si vous êtes anti-écolo, un peu climato-sceptique sur les bords, ou si vous êtes lobbyiste, vous dites que l'Anthropocène a commencé il y a très longtemps, qu'après tout, il y a eu des déforestations dès l'Antiquité par les grandes cités grecques, Athènes, ce qui est vrai, ou des grandes déforestations au Moyen-Âge, et que c'est là que ça a commencé, et que c'est même antérieur à la révolution industrielle. Si vous êtes, au contraire, alarmé par la déprédation rapide des écosystèmes terrestres, vous allez dire non, l'Anthropocène, ça a commencé plus tôt au moment des essais nucléaires dont je vous ai parlé, c'est-à-dire au moment de la guerre froide, parce que c'est là que les marqueurs de radioactivité se sont retrouvés aussi bien dans l'Antarctique que dans l'Arctique, que dans les toundras, que dans les steppes, que partout en fait. C'est là que l'activité humaine qui ne laissait des traces très visibles que là où il y avait déforestation puis agriculture, c'est là que l'activité humaine s'est mise à laisser son empreinte partout. En tout cas, pour répondre à votre question, prendre acte que nous faites dans l'Anthropocène, que nous sommes dans l'Anthropocène, ça ne signifie pas qu'il y a de l'agriculture partout. Néanmoins, ça signifie que si vous avez des équipements, des instruments de mesure, vous allez être capable de
trouver des traces laissées par les activités humaines dans tous les écosystèmes terrestres sans exception, jusqu'au fond des mers. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène que vous percevez partout sur la Terre, c'est le réchauffement climatique. Or, le réchauffement climatique étant d'origine humaine et ayant une perturbation sur les végétaux, les animaux, sur en fait beaucoup d'équilibres subtils des écosystèmes, vous voyez bien que ne serait-ce que par le réchauffement climatique, les forêts primaires que vous croyez les plus préservées sont également, d'une manière ou d'une autre, un peu grignotées par notre féroce activité. D'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de la Grèce, vous faites référence à un texte de Platon, à un moment donné, qui se plaint aussi de la modification de... Et c'est, je ne sais plus si je me souviens bien. Critias. C'est ça, hein. C'est un dialogue de Platon qui est le Critias et qui est, semble-t-il, le premier texte où il y a l'éveil d'une conscience écologique ou d'une inquiétude écologique. Alors c'est un texte un peu latéral chez Platon, c'est pas un texte central, mais dans le Critias, il y a un moment d'exclamation où il est question des déforestations qui ont frappé l'Attique, c'est-à-dire les monts derrière Athènes. Athènes en fait avait des ambitions quasiment impériales, enfin de construire de dominer toute une partie de la Méditerranée qui allait de l'actuelle Turquie jusqu'à la Sicile. Et pour nourrir ses ambitions, il fallait des bateaux. La ville s'est mise à s'étendre. Et pour construire les habitations, il fallait des charpentes. Et donc, ils ont abattu les arbres autour d'Athènes. Et il y a un texte de Platon où Platon semble pleurer sur ces monts de l'Attique qui sont, dit-il, où il y avait des forêts verdoyantes et qui sont désormais secs, rocheux, à peine bons à nourrir les abeilles pour obtenir du miel. Il n'y a plus rien dessus, c'est pelé. Alors, il fait référence, Platon, à quelque chose d'assez précis qui est étudié par les historiens et qui fait l'objet d'un débat en histoire, c'est-à-dire l'ampleur des grandes déforestations du bassin méditerranéen entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Il semblerait qu'il y ait une vague d'abattage des arbres énormes par Carthage, non, Carthage c'est plus tard, mais enfin par tous les royaumes et principautés de la Méditerranée. En tout cas, en Grande Grèce, c'était le cas. Chez les Crétois, c'était le cas. Et par extension, plus tard, on a continué à déforester sous l'Empire romain. Ce qui ferait que le relief, enfin le paysage de Méditerranée tel qu'on le connaît actuellement, où on a beaucoup de montagnes blanches un peu pelées, c'est-à-dire on a un relief calcaire avec une végétation assez rase, assez sec, serait dû au fait qu'on a trop déforesté auparavant et qu'on a dénudé dans un lieu avec un climat assez ensoleillé, assez sec, la roche, et qu'on s'est retrouvé en gros sur le caillou. Alors ça c'est débattu chez les historiens. Quelle est l'ampleur de cette déforestation ? Est-ce qu'il y a une crise écologique du monde méditerranéen vous voyez, entre le 7e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ, on ne sait pas. En tout cas, on a une trace de cette activité chez Platon. Et du coup, est-ce que ce qu'on appelle le réensauvagement, il y a pas mal de personnes qui se battent pour réensauvager les espaces. Est-ce que ça, c'est illusoire ? Parce qu'en fait, réensauvager, ça voudrait dire se baser à une période où il n'y aurait pas eu de culture. Mais en fait, cette période-là, on voit bien si c'était... si on se parle, alors Platon, donc vous dites c'est 4 siècles avant Jésus-Christ, donc c'est 2500 ans, mais si on prend l'arrivée de l'agriculture, du coup on repart 10-15 000 ans en arrière. En fait, on peut pas techniquement on peut pas réensauvager ou comment on pourrait faire? Alors, il faut s'entendre sur les projets. Il y a plusieurs types de projets autour de cette question du réensauvagement. La question qui se pose, c'est que si par notre activité, on détruit des lieux, on détruit des écosystèmes, et on le fait de plus en plus, est-ce que nous sommes capables de nous retirer de certains lieux, de retrouver
des foyers de libre évolution. Certains écologistes parlent de foyers de libre évolution. Vous voyez, là, le terme est un petit peu plus précis que réensauvagement. Là, ça signifie qu'on considère qu'il est important qu'il y ait des lieux où on n'intervienne pas sur la biodiversité. En fait, on laisse une certaine complexité se mettre en place. Si c'est une forêt, on laisse les arbres pourrir sur le sol, tous les insectes revenir, les champignons se développer. Des foyers de libre évolution, ça va être des foyers où il va y avoir une grande diversité d'espèces que nos cultures ou même que nos forêts entretenues tentent à évacuer. Donc ça, par exemple, les foyers de libre évolution, ça peut être un projet possible. Réensauvager, il faut s'entendre, c'est-à-dire que il y a tout un débat aujourd'hui autour de la question de la restauration écologique, c'est-à-dire de la possibilité de restaurer un écosystème. C'est un débat fascinant parce que ça pose des questions philosophiques assez intenses. Quand vous voulez procéder à une restauration écologique, la première question que vous vous posez, et c'était un peu dans votre question, c'est mais à quelle époque on revient ? En Europe, on a une sorte de consensus là-dessus, c'est qu'on a une vision pastorale de notre projet, c'est-à-dire que on voudrait recréer le bocage, les champs, les haies, le type de biodiversité et de culture qu'on avait sous l'Ancien Régime. Grosso modo, pour nous, pratiquer la restauration écologique avec notre sensibilité européenne, c'est revenir juste avant la première révolution industrielle. Mais pour les Américains, la question se pose d'une autre manière. Elle se pose de la manière suivante, c'est que des travaux ont montré que quand les Européens, les Espagnols arrivent et les Portugais arrivent en Amérique, ils croient, eux, avoir affaire à une nature sauvage parce que ils ne voient pas de sillon. Et en fait, ils ne voient pas de champs. Et pour un Européen de l'époque, la nature est sauvage si elle n'est pas cultivée. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les Amérindiens utilisaient depuis très longtemps le feu à l'échelle du continent nord-américain et que c'est par l'usage extrêmement maîtrisé du feu qu'ils avaient créé une alternance de grandes plaines avec des herbes hautes où paissaient leur gibier, en fait, c'est-à-dire le bison, et puis où il y avait des chevaux, et puis une alternance donc de plaine et de forêt. Et que cette alternance de plaine et de forêt n'est pas due à la spontanéité des dynamiques naturelles, mais bien due à l'action humaine. Donc, grosse question pour les Américains, quand on restaure, on fait quoi ? Est-ce que ça signifie qu'on va réutiliser le feu dans certains endroits ? Ou est-ce que ça signifie, donc en fait, est-ce que ça signifie qu'il faut revenir à l'Amérique précolombienne, ce que demandent certains Amérindiens, évidemment, ou est-ce que ça signifie qu'on revient à un type d'agriculture qu'ont mis en place les Européens en arrivant ? Cette question, elle est tout à fait délicate à trancher. Donc ça, c'est l'un des vertiges, si vous voulez, qu'on a quand on s'occupe de restauration écologique. Et le deuxième vertige, ça c'est un vertige, on va dire, amont, et puis il y a un vertige aval, qui est que si on laisse faire, par exemple, vous avez un terrain qui a été abîmé pour une raison ou pour une autre, et vous le sanctuarisez. Mais si ça se trouve, ce qui va se passer, c'est que dans un écosystème déjà détérioré, vous allez avoir dans votre mare des ragondins et des poissons-chats, une végétation rase. En fait, ça va pas vous plaire. L'aspect visuel de ce qui va revenir vivre là, ça va pas vous plaire. Et même en termes de biodiversité, c'est pas du tout dit qu'un environnement détérioré se réépanouisse rapidement et recrée beaucoup de biodiversité. Donc, on a une vraie question, c'est est-ce qu'on pilote la suite des événements ? Est-ce qu'on réintroduit les espèces animales et végétales qu'on souhaiterait obtenir dans ce lieu ? Mais alors à ce moment-là, c'est un jardin, c'est plus tout à fait un lieu sauvage. Vous voyez, c'est ce type de questions intéressantes que pose la restauration écologique. Ce qui est certain, c'est que la réflexion sur les enjeux de la restauration écologique nous met dans une posture un peu nouvelle, qui a un lien avec ce que je vous disais sur nature et culture, c'est-à-dire nous met dans la posture de la conscience de nos responsabilités
par rapport à l'hybridation du naturel et du culturel. Mmh. Et en même temps, quand je vous entends, je me dis, mais si seulement on était là, parce qu'en fait, il y a quelques personnes qui sont à cet endroit, mais ce qu'on voit, alors, on a vu que Bolsonaro avait été sorti au Brésil, mais là, on voit sans doute, au moment où on parle, en tout cas, c'est à la veille des élections, pas des élections américaines, mais voilà, on va voir comment le Sénat, etc., évolue aux États-Unis, et on voit bien que les républicains risquent, et Trump, du coup, risque de prendre une grosse part de voix, on va dire. Donc en fait, on n'est pas du tout dans... Enfin, bien sûr, on est dans ces questions, voilà, quand on s'intéresse à l'écologie, et en même temps, la réalité, vous avez commencé par la critique de la pensée moderne, des Lumières. On est encore beaucoup dans cette pensée, en fait. Enfin, Descartes, il a vraiment marqué son temps avec le discours de la méthode, entre autres. Oui, on est à un moment aussi de transition, un moment un peu charnière, où nous avons des modèles économiques et donc sociaux qui sont entièrement fondés sur la croissance, même si nous n'y croyons pas. C'est-à-dire que même si nous pensons qu'il faudrait décroître, le dirigeant qui proposerait cette optique à sa population déjà a bien du courage, mais ensuite il va être sans doute poussé assez vite à la démission parce que ça signifie du chômage, ça signifie de la misère, ça signifie toujours la fragilisation des plus défavorisés. C'est ça la récession. Donc on ne sait pas très bien décroître et donc on est dans cette espèce de situation paradoxale où nos entités, nos organisations privées doivent continuer dans une optique de croissance, alors même que nous voyons que c'est une erreur, que c'est très dangereux, puisque nous avons des informations alarmantes sur le réchauffement climatique qui devraient nous dissuader de continuer à utiliser à ce point-là les énergies carbonées, à rejeter autant de gaz dans l'atmosphère, et puis à produire autant de matières plastiques, à produire autant de batteries, à employer autant de ressources rares et de métaux que nous le faisons. Donc, j'ai l'impression qu'on est dans une situation d'injonction contradictoire où la paix sociale ou le maintien de nos modèles démocratiques n'a l'air d'être possible qu'en y insufflant du pétrole et de la croissance. Et malgré tout, nous savons que nous aurions besoin de décroître pour d'autres raisons, et pour des raisons qui touchent à l'habitabilité de la Terre. Mais il y a des bonnes nouvelles quand même dans ce monde. C'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que un grand courant de prise de conscience traverse tous les pays, tous les continents, et il y a des sujets sur lesquels l'humanité montre que, alors que ça semble impossible, qu'en une ou deux générations, on change complètement de point de vue. La place des femmes, par exemple, c'est un sujet en 60 ans, 70 ans. C'est un sujet sur lequel l'évolution a été très rapide, il me semble, même si c'est très loin d'être parfait, mais en tout cas, donc j'ai l'impression que certaines métamorphoses sont possibles à partir de la prise de conscience actuelle. Ce qui est certain, c'est que le réchauffement climatique va avoir lieu, qu'il a déjà commencé, que les répercussions les plus dures sont pour l'instant un peu éloignées de chez nous, c'est-à-dire elles sont dans la zone tropicale et dans la zone arctique, et que ces mécanismes vont entraîner des contraintes. Les phénomènes climatiques violents vont se multiplier, inondations, sécheresses, canicules, et ils auront une certaine mortalité, et que nous allons aussi apprendre, pas seulement parce que nous avons envie de changer de philosophie, et que nous réfléchissons à la nature, ou que nous l'aimons, nous allons aussi apprendre par la contrainte. C'est fou, en fait,
On a tous l'impression d'être pris dans une voiture qui avance à très grande vitesse sans être vraiment capable d'en sortir. Et je trouve ça assez fascinant de voir comment la pensée des Lumières a autant... Enfin, je pense que les personnes qui nous écoutent font peut-être pas forcément le lien entre les Lumières et puis la manière dont on voit les choses aujourd'hui. Mais je voulais faire référence aussi à Bruno Latour, qui vient de nous quitter, qui a écrit cet ouvrage hyper intéressant qui s'appelle Nous n'avons jamais été modernes. Mais on est vraiment en train d'essayer de rentrer dans cette logique postmoderne où on essaye de sortir des principes qui ont été définis par les Lumières, et en même temps on n'y arrive pas du tout. Enfin, c'est assez phénoménal, c'est assez saisissant en fait à quel point les imaginaires qui ont été créés à ce moment-là sont forts et installés en fait. Oui, il y a une continuité entre un certain nombre de concepts. Il y a le concept de providence qui, une fois laïcisé, sécularisé, devient, à l'époque des Lumières, le concept de progrès, qui, une fois traduit en termes économiques, devient le concept de croissance. Tout ça, c'est lié à l'idée que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. La croissance, fondamentalement, c'est l'idée que je peux emprunter à des banquiers ou à des actionnaires de l'argent, puisque demain je serai plus riche. En fait, comme le monde nous conduit vers un mieux, vers une forme d'enrichissement, d'accroissement de nos ressources et de nos possibilités, eh bien, je peux emprunter à l'avenir, dès à présent. Et c'est une sorte de prophétie autoréalisatrice qui a très bien fonctionné. Cependant, il existe d'autres visions de l'histoire possibles. On peut se dire que l'histoire n'est pas prise dans un mouvement linéaire ascendant, mais qu'il y a des fractures. On peut aussi penser l'histoire en termes de cycle et se dire, tiens, mais dans l'histoire, on voit revenir les mêmes mots, on voit revenir les guerres de manière périodique, on voit revenir des crises, des récessions, des écroulements de civilisation, des effondrements, ça existe aussi. Et peut-être que notre vision trop linéaire nous piège un petit peu. Mais cependant, il y a la critique certainement à faire d'un certain idéal du progrès quand il se traduit par le productivisme et la quête effrénée de croissance économique, donc d'accroissement de la production de biens. Mais à un autre niveau, je pense aussi qu'on peut adresser certains reproches à la pensée écologique. Moi, je lui adresserais en fait 3 reproches, c'est-à-dire que j'ai tendance à penser que la pensée écologique a des similitudes avec le discours de la technocratie et de l'expertise. Quand vous lisez un rapport du GIEC, c'est très chiffré, ce sont des scénarios. Au fond, c'est assez technocratique, c'est très aride comme littérature, c'est difficile à traduire, et vous vous demandez toujours un petit peu ce qu'il en est, ces taux, cette composition de l'atmosphère, son évolution, c'est si complexe finalement que vous êtes un petit peu perdu dans ce discours. Donc, il me semble que entre l'expertise et la connaissance scientifique et l'action politique, il y a un problème quand même de traduction du langage de l'expertise en idéal moteur. Un second reproche qu'on pourrait faire, c'est que la pensée écologique n'aide pas à configurer un avenir désirable. Si vous installez dans la tête des gens que 2050 va être horrible et que 2100 il ne restera plus de la Terre qu'une vague boue sèche et radioactive sur laquelle proliféreront les scorpions. J'exagère évidemment à dessein, mais si en gros vous noircissez la vision du futur, vous ne donnez pas la possibilité de se mettre en mouvement vers quelque chose que l'on désirait. Or, faire de la politique, c'est configurer un avenir désirable, notamment pour les jeunes générations. Et puis, dernier point, je dirais que il y a de la culpabilité. C'est-à-dire que c'est un discours qui culpabilise le consommateur.
Si vous avez le malheur d'avoir besoin de votre véhicule pour aller travailler, vous êtes déjà du mauvais côté. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter de la nourriture bio, vous êtes encore plus du mauvais côté. Donc, on vous propose de la culpabilité. Et puis, si il se trouve que votre boulot, c'est de travailler dans un garage, vous êtes mécanicien, vous êtes lié au monde de la voiture et des énergies carbonées. Donc, vous voyez un peu ce qu'on envoie, on va dire, à la figure des gens, c'est-à-dire cette culpabilité énorme. Donc, je dirais, pour résumer, expertise, apocalypse et culpabilité, c'est pas un cocktail politique très efficace. Et pour revenir à la poésie et à l'esthétique, parce que ça vous est cher, et donc on va y revenir, et je trouve que c'est important. Il y a des impacts bizarrement esthétiques de la pollution, et je pense à quelque chose qui fera référence chez tout le monde, et auquel vous faites référence dans le livre, qui sont les couchers de soleil. Et en fait, les couchers de soleil sont plus beaux avec la pollution, quelque part. C'est ce que je comprends, en tout cas, dans votre livre. Alors, c'est vrai que moi, je crois, face à ces faiblesses du discours écologique que j'ai relevé, qu'un chemin qu'on peut emprunter, c'est le chemin de l'esthétique. C'est-à-dire d'arrêter avec ces projections de l'avenir et de parler aux gens de ce qu'ils aiment et de ce qui les émeut, de ce à quoi ils tiennent. Et là, on s'aperçoit que le pollueur, le chef d'entreprise qui possède une usine de chimie, qu'est-ce qu'il fait le week-end? Il va en forêt, il cherche à aller en montagne, ses vacances, il les passe au bord de la mer. Tout d'un coup, on s'aperçoit que les gens sont tout à fait passionnés par la possibilité de retrouver des écosystèmes un peu protégés et que c'est par là qu'il faut passer. Parce que ça, c'est un point beaucoup plus commun, consensuel, qui nous réunit à travers nos différences de vision politique. On est nombreux à ressentir un véritable besoin d'immersion dans la nature. Donc l'esthétique, c'est une voie extrêmement intéressante. Après, ce qui est paradoxal dans le monde actuel, c'est que on a des phénomènes qui sont ambivalents. Par exemple, l'été indien, on sait bien que c'est pas tout à fait normal début novembre ou fin octobre d'être en terrasse d'un café à Paris. Mais qu'est-ce que c'est agréable. Mais qu'est-ce que c'est agréable, voilà. Donc, on doit vivre aussi avec ces zones d'ambivalence. Mais alors, est-ce on doit s'autoriser à trouver ça agréable, ou est-ce qu'on doit trouver ça agréable tout en ayant un fond de morosité? C'est toute cette complexité-là. Alors, il y a une chercheuse, une philosophe américaine qui s'appelle Cheryl Foster, qui a proposé une expérience de pensée que je trouve assez stimulante. Elle dit, voilà, imaginez que vous êtes dans votre cuisine et que vous voyez par la fenêtre un coucher de soleil, mais vraiment magnifique. Alors vous en profitez, c'est un spectacle extraordinaire, vous regardez ça, et puis un voisin passe ou un ami... Eh bien, il regarde un instant avec vous, il dit, ah oui, mais tu sais, c'est l'usine voisine, son filtre est pas réglé, ils l'ont pas mis aux normes, elle relâche pas mal de dioxyde de soufre, et c'est ce qui explique toutes ces belles couleurs que tu vois dans le ciel. Alors là, votre admiration esthétique s'écroule complètement. Alors, cette expérience de pensée, elle est intéressante parce que c'est une expérience de pensée qui porte sur la déception. Et vivre dans un monde qui est gagné par la pollution, c'est vivre dans un monde où il peut y avoir des déceptions. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les choses sont abîmées ou ne devraient pas être tout à fait comme ça. C'est-à-dire que par rapport à Emmanuel Kant, quand il écrit sa critique de la faculté de juger, il est dans un contexte, à la fin du XVIIIe siècle, où la nature, c'est la permanence. C'est la sérénité, c'est le rythme ample, c'est-à-dire le rythme ample des saisons, du ciel, des marées. Et donc c'est sublime, c'est bien plus grand que l'activité humaine. Et l'homme fait figure d'un simple passager extrêmement éphémère de cette nature permanente. L'homme est très impermanent. On est là pour une 50aine d'années, quoi, d'espérance de vie en bonne santé dans ce monde où il y a des arbres anciens, où il y a des... Et aujourd'hui,
peut-être que les pôles se sont inversés. C'est-à-dire que si vous avez vécu 40 ans, vous avez vu les écosystèmes ou vos lieux de référence, ceux de votre enfance, le bord de mer où vous alliez, le glacier que vous aimiez, vous les avez vus changer. Vous avez vu des forêts coupées, remplacées par des lotissements. Vous avez vu des cordons dunaires s'effondrer. Vous avez vu des piliers de montagne dans les Alpes s'écrouler, des voies devenir impraticables. Et ça s'est fait sous vos yeux. Et donc, du coup, la relation s'inverse. Votre regard est du côté d'une certaine pérennité ou d'une certaine permanence, et la nature a basculé du côté d'une certaine impermanence. Et ça entraîne chez nous des affects de déception, d'inquiétude, mais ça nous réinstalle dans le monde. Mon livre n'est pas sur la déploration ni sur l'anxiété. Ça nous installe dans le monde d'une manière qui est aussi très intéressante. Au fond, mon idée, c'est que si on rompt avec le mythe de la nature vierge intacte, des forêts primaires, du monde sauvage, etc., si on abandonne un peu toute cette mythologie et qu'on accepte de voir la réalité telle qu'elle est dans son ambivalence et avec ses risques de déception, cette vulnérabilité, si on voit les choses telles qu'elles sont, on récupère de la puissance d'agir. Voilà. C'est-à-dire que on se prive de la capacité d'agir si on s'entretient un peu dans l'illusion que tout va bien, Madame la Marquise. Alors que on devient un acteur politique et social de la nature, c'est bizarre de le dire ainsi, mais on est incité à réinventer des liens avec le vivant et avec les écosystèmes autour de nous dans la mesure où on est conscient de leur vulnérabilité, de leur fragilité, de leur impermanence et des forces qui les menacent. Mais alors, la question que je me pose naturellement, c'est comment on fait pour... Enfin, c'est naturel d'aller vers l'esthétisme et la poésie. Ce que vous disiez, c'est quand même une expérience qu'on peut faire chacun à notre niveau, au quotidien. Et je trouve ça effectivement assez fou que sur une vie humaine qui est extrêmement courte, en fait, on arrive à voir la différence. Et je parle même pas d'une vie humaine pleine, parce que à 40 ans, vous pouvez voir la différence de ce qui se passait quand vous étiez petit. Par exemple, je pense aux moucherons quand vous conduisiez en voiture, et puis aujourd'hui vous conduisez en voiture, il y a plus de moucherons. Enfin voilà, ça c'est une réalité, mais de manière plus générale, on voit bien qu'il y a beaucoup moins d'animaux sauvages et beaucoup moins que ce soit vertébrés ou pas. Ça c'est chiffré. Je sais pas quand vous êtes né, mais l'indice planète vivante du WWF qui vient de reparaître en cet automne là 2022 montre que 69 des populations de vertébrés terrestres, 69% des populations de vertébrés terrestres ont disparu entre 1970 et 2019. C'est abyssal en fait, c'est fou. Enfin, c'est tellement abyssal qu'on sait plus très bien comment on je suis né en ça. 75. Je suis né en 75, ça veut dire que 2 animaux sur 3 sont morts en milieu ouvert, des animaux non domestiques. Au cours de mon existence. Ouais, moi je suis né en 76, donc c'est globalement la même expérience. Mais la question c'est comment on fait pour revenir à cet esthétisme qui est quand même le truc le plus simple qu'on peut expérimenter en tant qu'humain. Et en même temps, on voit bien que malgré notre attrait pour cet esthétisme, parce qu'on va tous le chercher, ce que vous disiez, c'est-à-dire que même les personnes les plus riches, ce qu'elles vont chercher, c'est effectivement cette partie vierge, je sais pas, de la Corse ou d'un paysage ou peu importe. Et pourtant, on continue de le détruire. C'est quand même, c'est hyper intéressant. Oui, enfin moi je fais toujours le pari que ce sont si vous actionnez la peur, la culpabilité, au fond les passions tristes, vous ne produisez pas des effets politiques souhaitables. Si vous actionnez l'émerveillement, la joie, l'admiration, l'amour, vous déclenchez des initiatives politiques intéressantes, puisque la politique tourne largement autour de la question du lien et de la manière de faire communauté. Et donc, il me semble que c'est là que l'esthétique a toute sa place à jouer. Que tout à coup, en partageant des choses très simples, le bonheur d'avoir la possibilité de se promener dans des forêts ou dans des lieux un peu protégés, de voir des bords de mer non bétonnés, au XXe siècle, les humains ont assez largement perdu les rivières et les mares. C'est-à-dire que vous voyez bien quand vous lisez les récits
qu'en 1900, partout, les gens se baignaient dans la rivière à côté de chez eux. Ils n'avaient pas besoin de faire construire une piscine. Et puis ils n'avaient pas de douche non plus. Oui, mais je veux dire, les enfants jouaient très largement dans les cours d'eau qu'il y avait à côté de chez eux en été. Aujourd'hui, les lieux propices à la baignade humaine sont signalés sur des cartes, sont devenus touristiques. En fait, ils se sont raréfiés. Et on pourrait perdre la mer. Par exemple, on pourrait, dans un scénario un peu dystopique, arriver à des taux de pollution en mer Baltique, en mer Méditerranée, enfin dans des mers fermées, puis dans les océans, qui devraient peut-être un jour nous dissuader de nous baigner. Alors, est-ce que ça, c'est une perte pour nous autres humains? Oui, je crois que c'est une perte. Vous voyez que c'est en se disant que, au fond, des liens, la possibilité pour nous d'échapper à des environnements peut-être très construit, très artificialisé, et de trouver une échappée est une possibilité qui participe de ce que la vie nous paraît digne d'être vécue. Au fond, c'est mon pari, et toute mon argumentation à la fin du livre se rapproche de cette question-là en disant, mais on pourrait bien sûr imaginer vivre sous cloche, avec de l'air climatisé, dans un milieu très, très, très artificialisé. Il y a un projet de ville comme ça. Oui, mais il y en a, bien sûr, et il y a peut-être des gens qui y trouvent leur compte, mais en fait, est-ce que nous autres humains n'avons pas un besoin fondamental pour savoir qui nous sommes, d'être capables de nous rapporter à de l'altérité, c'est-à-dire du non-humain? Est-ce que nous n'avons pas besoin fondamentalement qu'il y ait des animaux sauvages autour de nous et pas seulement des animaux domestiques, par exemple? C'est-à-dire du non-humain que nous ne comprenons pas, qui est extérieur à nous et qui nous enrichit et qui nous permet de savoir qui nous sommes. Une humanité qui, à travers ses artefacts et ses constructions et ses écrans et ses programmes et ses séries télé et ses mails, etc., n'entrerait plus qu'en contact avec elle-même, selon moi, serait une humanité vouée à se dessécher. Ce serait l'humanité du métavers, une humanité qui se serait enfermé dans une fable dystopique. Diminué, quelque part. Diminué de sa possibilité de se raviver et de raviver la flamme en elle au contact de ce qui n'est pas elle. Mais en même temps, quand je vous écoute, je me dis, mais je pense à Yann Arthus Bertrand, entre autres, et son livre Vue du ciel, où il a vraiment été dans ce côté esthétique de la nature, j'utilise le terme en tout cas, et j'ai l'impression que quand on fait ça, on participe à faire croire que tout va bien, Madame la Marquise, en fait, et que finalement, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, puisqu'il y a encore des espaces qui sont naturels, vierges, alors qu'en fait, la question, c'est comment on arrive à faire comprendre, peut-être d'un point de vue politique, je sais pas. Finalement, on se rend compte avec Descartes que la philosophie a des impacts quand même majeurs sur la société. C'est pas juste le monde des pensées. Comment on fait ce bien en disant oui, l'esthétique, mais vous êtes en train de la perdre finalement. Il y a ce pas en fait que je trouve intéressant et c'est là où on peut se mettre en mouvement pour défendre ce qu'on aime quand ce qu'on aime est menacé. C'est là que l'esthétique amène à la politique. C'est tout à fait étrange parce que l'esthétique, si l'esthétique c'est le monde de l'art, c'est-à-dire la partie de l'esthétique qui s'occupe du beau artistique, est une partie qui peut sembler très apolitique. Quand je suis au concert et que j'écoute Mozart, je me soucie peu du régime dans lequel je vis, des problèmes d'inégalité. On voit bien qu'il y a un petit côté philistin dans la contemplation ou la manière de savourer le beau artistique. Le monde peut être à feu et à sang et aller très mal. Si je peux écouter le Requiem de Mozart, tout va bien. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Or, il me semble que cette fréquentation du beau artistique qui nous coupe de la politique, c'est une chose, mais que l'esthétique environnementale, c'est-à-dire l'esthétique qui nous parle de notre rapport avec le beau naturel, cette fois-ci nous ramène à la politique assez spontanément. En fait, c'est le chemin inverse. Il y a peut-être une esthétique du côté de l'art et du commentaire sur l'œuvre d'art qui peut confiner à un certain philistinisme ou à une sorte d'attitude de la tour d'ivoire. Il y a une esthétique de la beauté naturelle
qui vous donne envie de sortir de chez vous, d'arpenter les chemins du monde, d'aller à la rencontre des animaux et de l'univers végétal, de vous émerveiller et peut-être de lutter pour la préservation de ce qui peut l'être. Mais ma certitude, c'est que vous devez actionner cette envie assez spontanée de protéger ce que vous aimez. Enfin, c'est-à-dire, vous devez susciter, notamment chez les jeunes générations, une forme d'amour ou de contact avec la nature si vous souhaitez que celle-ci soit un jour préservée. On n'y parviendra pas par un raisonnement seulement intellectuel, je ne pense pas. Et ça peut pas non plus être dans un raisonnement très analytique où on essaie de résoudre les problèmes un par un. Enfin, je pense que c'est vraiment une question de système, finalement. L'intelligence technicienne à l'état pur, l'ingénierie à l'état pur ne suffisent pas. En fait, elles ne sont pas... il faut qu'il y ait une sorte d'émotion esthétique qui les oriente, en quelque sorte, vers la piste de la préservation. En tout cas, voilà, c'est mon idée que en politique, le moteur a quelque chose toujours d'ordre sentimental, émotionnel, viscéral. Il est de l'ordre d'un ressenti, et c'est pour ça que le discours de l'expertise ne prend pas, et c'est pour ça que les scientifiques font de piètres politiciens. Les scientifiques ne meuvent pas les foules, parce qu'ils ne les émeuvent pas. Alors vous pouvez trouver que c'est catastrophique pour ça, la politique, mais quand même, à un moment donné, il faut donner envie aux gens de vibrer à l'unisson pour une cause qu'ils ressentent profondément comme juste. Regardez l'Ukraine. Je ne sais pas si ça prend. On en a peut-être une vision complètement tronquée, mais on a l'impression que dans la résistance du peuple ukrainien, il y a quelque chose qui vibre à l'unisson pour un certain nombre d'entre eux. Et ça, ce sont des affects. C'est pas parce que un scientifique est venu leur prouver, ou un politologue est venu leur prouver par A plus B que ce serait horrible de vivre sous la domination du régime de Poutine. Il y a eu un déclenchement affectif. C'est viscéral. C'est viscéral. Et la politique, faire de la politique, c'est manier ses affects. Et donc c'est dangereux, la politique, mais remettre un petit peu de flamme esthétique là-dedans me paraît nécessaire. Enfin, me paraît être une démarche complémentaire de ce que fait l'écologie jusqu'ici, avec un assez franc insuccès, puisque nulle part dans le monde il n'existe un gouvernement élu qui serait écologiste, en tout cas à ma connaissance. Donc l'Europe s'en sort un peu mieux que le reste, et c'est pour dire qu'on n'y arrive pas vraiment, quoi. Oui, c'est pour dire qu'on n'y arrive pas vraiment, puisque on peut aussi penser qu'on délègue ou on exporte un certain nombre de nos problèmes, les filières du bois exotique. C'est-à-dire que la zone tropicale fait quand même l'objet d'une surexploitation par les pays du Nord, et dont nous sommes les co-responsables. Donc peut-être que nous normons extraordinairement ce qui se fait sur notre sol, mais que nous exportons déchets et extractivisme. Totalement. Merci beaucoup, Alexandre. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc je voudrais savoir à quoi vous voulez ouvrir et où claquer la porte. C'est l'un ou l'autre ? C'est l'un ou l'autre. Et c'est ouvrir ou claquer, ou ça peut être l'un et l'autre. Ouvrir la porte à l'émerveillement, et un émerveillement qui n'est pas un émerveillement mièvre devant une nature rêvée ou un monde sur lequel on s'illusionne. S'émerveiller du monde tel qu'il est. Être capable de s'émerveiller encore de ce monde blessé, de cette nature blessée. Pour moi, c'est une démarche qui est très proche de ce que Nietzsche appelle l'amor fati, c'est-à-dire l'amour du destin. Être conscient que le tragique est porté jusqu'au cœur de la vie et du monde, et être capable de s'émerveiller malgré tout de ce qui nous entoure. Parfait. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris.
Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.